Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du Plexcom. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mme Evelyne Chamard, notaire associée chez Miller Thomson. Bonjour Evelyne. Bonjour Peter et merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici Ça nous fait plaisir également. ce matin avec toi. Alors dis-nous Evelyne, aujourd'hui on va traiter d'un sujet ensemble qui est ton métier de notaire au niveau du financement immobilier et commercial plus précisément. Exact. Et je suis curieux, avant qu'on aille dans les sujets un petit peu plus crunchy, où on va parler de garantie immobilière, où on va parler d'assurance titre, de certificat de localisation, j'aimerais avant tout que tu nous parles de toi. Alors oui, c'est ça. Moi, je suis notaire associée chez Miller Thomson, qui est une firme nationale, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cabinets au Canada. En tout et partout, on est environ 550 professionnels dispersés dans 5 provinces. Alors, on est spécialisé dans divers domaines. Puis à Montréal, on a un département, bien sûr, de financement, mais aussi en droit immobilier, aussi en droit des affaires, fiscal, litige, pour ne nommer que ceux-là. All right, on a la chance souvent de travailler ensemble dans certains dossiers, mais dis-moi, est-ce que tu as un domaine plus particulièrement dans lequel tu travailles? Oui, tout à fait. Alors moi, c'est principalement dans le financement, mais tout ce qui touche, dans le fond, qui est centré sur le volet commercial, c'est-à-dire pour des immeubles multirésidentiels. Aussi, ça va toucher des projets de construction, comme par exemple construction de tours à condos. Il va y avoir aussi des immeubles qui sont plus visibles pour la location d'entreprises commerciales, puis aussi souvent pour des résidences de personnes âgées. Je travaille avec plusieurs prêteurs, institutionnels, non institutionnels, à la fois pour des transactions de financement, mais aussi pour des transactions de vente. All right, excellent. Puis, parle-nous un petit peu de la nature de ton travail. Alors, pour la nature de mon travail, c'est principalement pour la mise en place de financement pour des prêteurs. Alors, je reçois leurs instructions, puis aussi, je vais recevoir des instructions de clients pour la préparation de leurs documents de vente. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que je ne travaille pas toute seule. J'ai toute une équipe derrière moi. Certaines personnes vont travailler plus au niveau des recherches, d'autres pour la préparation des documents légaux. Ensuite, il va y avoir au niveau de la comptabilité, finalisation de dossiers. Pour ma part, mon rôle, c'est d'orchestrer, d'organiser le travail, donc de déléguer aux membres de mon équipe leurs tâches respectives. Mais il faut toujours que j'ai deux éléments essentiels en tête, c'est-à-dire c'est le respect de l'échéancier, les délais qu'on a pour finaliser un dossier, mais aussi tout en respectant l'estimation d'honoraires qu'on a fournie aux clients. Alors, aussi, je dois gérer les communications avec le prêteur, avec les différents intervenants au dossier, comme s'il y a des conseillers externes, s'il y a un consultant en assurance, pour voir à la bonne marche du dossier. Puis aussi, évidemment, finaliser les documents légaux, rencontrer les signataires pour procéder à la signature des documents, publier, décaisser un prêt. Je vais superviser aussi des professionnels plus juniors qui sont dans leur envol pour pratiquer le même métier que moi. Puis, je te dirais que je prends plaisir à construire de nouvelles relations d'affaires, mais aussi entretenir celles que j'ai bâties depuis des années. Quand on aime notre métier, c'est facile de communiquer notre passion. Puis, aussi, quand on finit par connaître beaucoup de monde dans l'immobilier. Donc, on met à profit non seulement nos connaissances, mais aussi on permet à nos contacts d'interagir ensemble. Je pense que ça, c'est super important. Mettre à profit le réseau d'affaires. Absolument, exactement, Peter. Alors, Evelyne, dans notre métier, le premier sujet qu'on entend souvent parler, en tout cas que mes clients me posent très souvent, c'est Peter, il faut-tu que je fasse un certificat de localisation? J'en ai-tu besoin? J'en ai un vieux dans mon dossier qui date de 15 ans. Il n'y a pas eu de changement. Peux-tu nous parler un peu, entre autres, des immeubles et des certificats de localisation plus précisément parce que c'est un sujet qui revient à chaque transaction? Bien sûr, ça va me faire plaisir de t'entretenir sur ces sujets spécifiques-là, Peter. Alors, oui, quand on a un financement qui implique un immeuble, il faut faire la vérification des titres. Alors, ça implique des recherches. Il faut vérifier aussi les charges et les hypothèques qui affectent un immeuble. Il faut vérifier le certificat de localisation qui est préparé par l'arpenteur géomètre.
on a la responsabilité en tant que conseiller juridique d'un prêteur de s'assurer que les garanties qu'on met en place sont conformes à ces exigences. Dis-moi, entre autres, on voit des fois dans des projets de construction, des fois on a un client qui a un terrain qui veut splitter en plusieurs lots pour construire plusieurs immeubles à revenus. Souvent des constructions par phase. Et voilà, absolument. Par contre, parfois, le terrain, quand on le split en plusieurs lots, on dirait qu'on perd à un moment donné en densité, puis ça fait en sorte que j'ai eu un cas, entre autres, où un client voulait construire un 24, un 36, un 48. Il voulait splitter en 3, mais ça ne fonctionnait pas de cette façon-là. On a réussi, avec ta recommandation, à le splitter en lots horizontaux. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Bien, en fait, ça va faire appel souvent à de la copropriété divise pour faire de la construction par phase. Je ne suis pas une spécialiste du tout en copropriété divise, sauf que, par contre, je sais que pour faciliter une transaction de construction par phase, pour maximiser la valeur aussi, et pour le faire une phase indépendante l'une de l'autre pour aller chercher des créanciers différents, à ce moment-là, souvent, l'option de choix sera de mettre en place de la copropriété. Puis évidemment, il y a toute une succession d'étapes au niveau du cadastre là, pour faire des lots différents. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on veut utiliser la copropriété divise pour faciliter la transaction. Fait que ça veut dire à ce moment-là que chaque immeuble est un peu comme un condo régi par une convention de copropriété sur le terrain général qui vient un peu expliquer comment le terrain va être régi et chacun des bâtiments. Pour les services entre justement les différentes phases, parce qu'on pourrait avoir une piscine, par exemple, un stationnement qui dessert tous les locataires. Donc, un lot privatif pour chacun des immeubles qui contiennent les unités locatives. Les services sont, dans le fond, régis justement par la déclaration de copropriété. OK, c'est intéressant. Fait que ça veut dire à ce moment-là, j'imagine que chaque immeuble pourrait être vendu séparément. C'est plus un ensemble immobilier dans ce cas-là. Non, on évite justement avec la copropriété divise d'être en présence d'un ensemble immobilier. Donc, il y a des servitudes qui sont créées aussi par la déclaration de copropriété pour régir les services. Fait qu'à ce moment-là, oui, on n'a pas à aller devant le tribunal administratif du logement si on veut vendre l'une des phases en étant propriétaire de, par exemple, on a 3 phases. OK, c'est intéressant. Fait que là, j'imagine évidemment que quand on installe un projet comme celui-là, ça va nous prendre un certificat de localisation, évidemment. Ça prend un certificat d'implantation au début, mais un certificat de localisation par la suite. Mais est-ce que c'est toujours nécessaire dans les transactions d'avoir un certificat de localisation? Pas nécessairement. En fait, il y a plusieurs prêteurs qui permettent qu'on puisse souscrire à une assurance-titre en l'absence d'un certificat de localisation, mais ça va arriver aussi que le certificat qu'on détient pour un emprunteur, il soit trop vieux. Certains prêteurs, ça va être 5 ans, d'autres 10 ans. Ou aussi, il y a eu des changements à l'immeuble depuis le dernier qu'on a en notre possession. Donc, à ce moment-là, l'assureur-titre pourrait être une option pour éviter d'avoir à reproduire un nouveau certificat de localisation, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des délais si on veut sortir rapidement un financement, puis qu'on n'a pas à attendre l'émission d'un nouveau certificat, bien, ça peut être évidemment un remède très utile. Puis aussi, j'aimerais ajouter que ce n'est pas parce qu'on a un certificat de localisation qui est récent qu'on va éviter l'assurance-titre. S'il y a des irrégularités qui sont mentionnées au certificat, pour protéger adéquatement le prêteur, bien, ça va arriver qu'on n'aura pas le choix de prendre l'assurance-titre. Et admettons que j'ai un dossier dans lequel j'ai déjà un certificat de localisation, certificat à 15 ans, mon prêteur me dit qu'au-delà de 10 ans, c'est trop vieux, mais je ne veux pas non plus nécessairement souscrire à une assurance-titre. Est-ce qu'on entend parler parfois d'un affidavit que le propriétaire peut signer qui va déclarer qu'il n'y a pas eu de changement? Est-ce que ça, c'est encore d'actualité, cette façon de faire-là? Pour certains prêteurs, oui, mais je dirais qu'au-delà de 10 ans, je ne pense pas que c'est dans la pratique commune d'utiliser un certificat de plus de 10 ans. Il y a même des prêteurs qui vont dire que ça doit être un certificat absolument de 5 ans et moins. Donc, mais oui, si on a une propriété qui n'a eu aucun changement au niveau de la position de l'immeuble, qui n'a pas eu de bâtisse supplémentaire sur l'immeuble,
et que la période, elle est suffisante, bien à ce moment-là, oui, il y a des prêteurs qui vont permettre la production d'un affidavit, d'une déclaration par laquelle on vient dire qu'il n'y a pas de changement et que c'est toujours valable. Et dans le cas d'une vente, est-ce que c'est obligatoire absolument d'avoir un nouveau certificat de localisation? Puis qui doit le produire? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est le vendeur? Bien, ça va toujours dépendre évidemment des termes de la promesse d'achat, mais habituellement, il est de pratique d'avoir un certificat de localisation récent ou qui démontre la situation actuelle de la propriété pour protéger adéquatement le nouvel acquéreur. Donc, comme je dis, là, c'est de commune pratique. Mais ça peut arriver que ça va être aux frais, souvent c'est aux frais du vendeur, mais ça peut arriver aussi que ce sont des frais qui sont payés par l'acheteur. Tout dépend de ce qui est négocié entre l'acheteur et le vendeur. Effectivement. Tu viens de parler d'assurance-titre. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi souscrire à une assurance-titre et surtout, à quoi ça sert exactement? Alors, oui, en fait, l'assurance-titre est de plus en plus utilisée dans les transactions. Il y a même des prêteurs qui vont l'exiger d'emblée. Mais comme pour le cas que j'ai mentionné tantôt, c'est ça. Si jamais on a une absence de certificat de localisation ou qu'il est trop vieux, l'assurance-titre est le remède. Mais c'est aussi, en faisant nos recherches d'examen de titre, si on découvre un vice de titre, à ce moment-là, ça peut être couvert par l'assurance-titre. Ou si le certificat qu'on a, même s'il est récent, il soulève des irrégularités. Ça peut être, par exemple, un empiètement sur un lot adjacent, un non-respect de marge de recul. Alors, l'assurance-titre va pouvoir couvrir les risques qui sont encourus pour le prêteur. Ou si ça pourrait être pour faire assurer, par exemple, la conformité du zonage. Alors, c'est une option souvent de choix. Également, il y a toujours le cas où est-ce qu'on dispose d'un très court délai pour mettre en place une transaction. Donc, si par exemple, faut absolument décaisser un financement à l'intérieur d'un délai de 10 jours, bien, ça peut signifier qu'on n'aura pas le choix d'avoir recours à l'assurance-titre parce qu'on n'aura pas le temps de faire un examen complet. Il faut savoir que la plupart des prêteurs vont exiger qu'on couvre une période minimale de 30 ans pour faire un examen de titre. Donc, et chaque immeuble a son propre historique. C'est important d'avoir ça en tête aussi. Chaque immeuble a ses propres actes translatifs de propriété, les servitudes publiées, des charges à radier aussi. Donc, il faut avoir en tête. Puis souvent, les gens sous-estiment le temps que ça prend pour faire l'examen des titres. Et là, est-ce que tu es en train de me dire que si je souscris à une assurance-titre, tu as moins de recherche à faire, donc ça veut dire que mon client économise sur les honoraires de recherche? Oui, tout à fait, parce que, évidemment, ça va dépendre des critères de chacun des assurances-titres, mais habituellement, lorsqu'on a recours à l'assurance-titre, on doit faire une recherche pour un délai qui est de 1 an avant le titre d'acquisition du propriétaire actuel. Donc, c'est beaucoup plus court en termes de recherche et, comme tu le dis, ça représente une économie en termes d'honoraires. Et on peut penser que l'assurance-titre coûte moins cher que d'émettre un nouveau certificat de localisation, mais dans les faits, combien on doit s'attendre au niveau d'une assurance-titre pour les frais? Une assurance-titre, en moyenne, c'est 50 sous du 1000 pour le montant de prêt qui est impliqué. Je vais vous donner un exemple simple. Si on a un prêt, par exemple, de 2 millions, à ce moment-là, l'assurance-titre, en moyenne, va coûter 1 000 $ plus taxes applicables. Par contre, il ne faut pas oublier que le prix peut varier au niveau de la prime, dépendamment du type de prêteur qui est impliqué. Puis aussi, il peut y avoir des couvertures spécifiques qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des petits montants additionnels. Alors, Evelyne, merci beaucoup. On a parlé de certificat de localisation, on a parlé d'assurance-titre. Maintenant, il y a des éléments, évidemment, qui sont importants quand on se prépare à une transaction. Il y a des éléments qu'on doit préparer, j'imagine, pour assurer le succès d'une transaction. Peux-tu nous en parler un peu plus? Tout à fait. Alors, le premier ingrédient, je pense que c'est la fluidité des communications. Donc, s'assurer qu'on peut rejoindre facilement tout notre monde qui sont impliqués dans une transaction. On n'a qu'à penser évidemment à l'emprunteur, mais il y a aussi le prêteur. Il y a aussi, s'il y a un consultant en assurance, s'il y a un conseiller externe ou des conseillers externes qui sont impliqués. Donc, si chacun fournit les informations, les documents qui sont nécessaires, c'est sûr que ça facilite beaucoup notre travail, puis ça va aussi réduire les délais. C'est le défi, hein? La documentation. Les gens ne sont pas toujours prêts. On court pas mal après la documentation.
Euh, on parle souvent, entre autres, là, de ces éléments-là, mais aussi, j'imagine qu'il y a des particularités si on est incorporé, si on Tout est à fait. le financement est fait au nom d'individus, est-ce que c'est un groupe d'individus ou pas? Comment on se prépare à tout ça? Ben, en fait, c'est sûr que il y a un souci, comme je disais, de fournir toutes les informations, les documents qui sont nécessaires. Alors, s'assurer qu'ils sont complets, adéquats, conformes aux exigences du prêteur. Puis là, tu mentionnes justement le fait d'avoir une corporation. Donc, si l'emprunteur est une compagnie, une corporation, il faut qu'il y ait un livre de minutes. Mhm. C'est pas tout de s'incorporer, de détenir un immeuble par le biais d'une corporation. Il faut remplir nos obligations qui viennent avec. Donc ça sous-entend d'avoir dans notre livre de minutes les statuts, les règlements généraux, les résolutions, que nos résolutions annuelles sont présentes, hein, qu'on n'a pas omis de les fournir pour plusieurs années. Alors, il faut être à jour. Il faut que les registres aussi d'actionnaires soient à jour pour s'assurer, comme si on a un prêt SCHL, par exemple, que ça reflète ce qui a été fourni aux prêteurs, au certificat SCHL dans l'organigramme. Donc, et ça, c'est pour tous les paliers qui sont impliqués, parce qu'on peut avoir des organigrammes qui sont, comme tu le sais, très complexes. Oui. Ensuite de ça, aussi, il y a comme je mentionnais, il y a la communication avec le consultant en assurance. Donc, il faut que le courtier de l'emprunteur, il s'assure de rapidement fournir au consultant du prêteur les informations, les documents qui sont nécessaires pour que la revue de la police se fasse bien et que ça ne puisse pas retarder un décaissement d'un prêt pour cet aspect-là notamment. Absolument. Tu parlais tantôt du livre des minutes. Souvent, je t'entends parler qu'il faut obtenir une opinion corporative. Qu'est-ce qu'on entend par ça exactement? Bien, en fait, c'est ça. Lorsqu'on a affaire à une compagnie, qu'on a des cautions corporatives et qu'on a aussi souvent un prêt SCHL, il va y avoir des vérifications, donc la production d'une opinion corporative qui va être nécessaire. Donc, justement, pour s'assurer que ça correspond à la structure qu'on a présentée au prêteur et à la SCHL. Donc, il faut vérifier le livre de corporation, s'assurer que ça correspond à tout point. Donc, si on a une convention, par exemple, unanime d'actionnaires, mais il faut non seulement avoir une résolution du conseil d'administration, mais aussi des actionnaires pour venir donner l'autorisation pour consentir un financement des hypothèques, par exemple. Mm-hmm. Fait que là, j'imagine que quand on déclare à la SCHL que nos clients détiennent 25 50 et que tout à coup, c'est pas ça, c'est l'opinion corporative qui va le découvrir. Oui, bien en fait, nous, notre rôle au tout début du dossier, c'est de transmettre les instructions pour le volet corporatif. Certains prêteurs vont permettre qu'on puisse le faire à l'interne en faisant le montage du financement et d'autres vont absolument demander à ce que ça soit fait par le conseiller spécifique de l'emprunteur et des cautions corporatives. Donc, à ce moment-là, on envoie nos modèles légaux corporatifs, on envoie évidemment l'offre de financement, le certificat SCHL et le conseil externe où nous-mêmes devons nous assurer de la conformité en tout point de ce qui a été présenté. Évidemment, si ce n'est pas le cas, bien, rapidement, ce qu'on demande, c'est au conseil externe, c'est de nous revenir avec l'exactitude des informations ou s'il manque des étapes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a eu un décès, puis les actions sont encore détenues par la succession. Bien, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des transferts qui soient faits. Alors, il ne faut pas sauter des étapes parce qu'on a des exigences spécifiques en matière de corporation, des conditions à fournir et des opinions à fournir. Alors, évidemment, c'est un point qu'on ne peut pas négliger. Effectivement. Dis-moi, parfois, on a beaucoup de gens dans une transaction, puis c'est pas tout le temps la plus grosse transaction qui implique le nombre d'actionnaires. Des fois, on a une transaction d'1 million, puis on a 10 actionnaires. Et là, on a des gens un peu partout avec plus ou moins de disponibilité. Une pandémie qui nous a frappés à travers de ça, qui a certainement changé les façons de faire. Maintenant, est-ce que c'est toujours une obligation de se déplacer pour aller te rencontrer ou tout ça peut maintenant se faire à distance? En fait, c'est maintenant possible de pouvoir signer à distance. Avec justement la pandémie, il y a eu des arrêtés ministériels, des décrets qui ont fait en sorte qu'on est désormais capable de pouvoir faire nos signatures à distance. Donc, en ayant l'application Teams,
qui est celle approuvée par la Chambre des notaires. Donc, on peut faire la rencontre de nos clients virtuellement et procéder à la signature via Consigno. Alors, c'est un processus qui est extrêmement efficace et rapide, alors qu'autrefois, on avait souvent recours aux procurations, aux notaires délégués dès qu'on avait des signatures de financement en région. Fait que j'imagine que ça a grandement amélioré l'efficacité de tes opérations aussi. Oui, tout à fait. Ça réduit souvent les délais. Puis, je ne te cacherai pas que les clients sont contents de pouvoir signer dans le confort de leur foyer. Puis, ils peuvent le faire même s'ils sont à l'extérieur du Québec. Ouais. Donc, souvent, c'est beaucoup moins de casse-tête. Dis-moi maintenant, on va parler de financement. Dans le financement, il y a le financement qu'on va appeler de type conventionnel. Et il y a aussi les prêts assurés par la SCHL. Et là, maintenant, la SCHL arrive avec un nouveau programme qui est l'APH Select, qui a ses particularités encore plus. Mais j'imagine que d'un point de vue assurance, au niveau de ton travail, ça ne change pas grand-chose. Ça reste une garantie hypothécaire, mais il y a des validations à faire. Donc, peux-tu nous parler un peu du produit de la SCHL dans ton travail et ce que ça l'implique exactement? Bien sûr. Alors, dans mon quotidien, c'est sûr que nous, on doit s'assurer que les conditions qui sont exigées par le certificat qui est émis par la SCHL soient respectées en tout point. Parce que le prêteur qui prête un montant de financement qui est un prêt qui est garanti à SCHL, évidemment, il faut que ça soit absolument impeccable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SCHL va accepter qu'il y ait un prêt qui soit consenti. Mais ça va être dans un cadre spécifique. Ça va être soit pour l'acquisition d'un immeuble ou si on est dans le cadre d'un refinancement, bien, ça va être pour couvrir des coûts de construction, par exemple, ou ça doit être réinjecté dans l'immobilier. Donc, si on va en refinancement puis on va chercher une équité, bien, la SCHL va vouloir s'assurer que cette équité-là, elle est utilisée soit pour faire des rénovations à l'immeuble qui est concerné par le prêt, soit pour faire des améliorations, rénovations sur un autre immeuble qui appartient à l'emprunteur, ou ça peut être aussi pour un projet futur, une acquisition d'un autre immeuble, un autre plex, ou construire un autre plex, par exemple. Puis aussi, je dirais que chaque prêteur a ses propres façons d'utiliser ses moyens pour contrôler l'utilisation des fonds. Donc, ça, c'est propre à chacun. Effectivement. On peut aussi, j'imagine, racheter un partenaire dans une transaction ou dans un immeuble en autant, j'imagine, qu'on le rachète à 100%. En fait, ce qu'il faut garder en tête pour un emprunteur, on ne doit pas changer durant le terme du prêt la structure de détention de l'immeuble ou la structure corporative, sauf si on a préalablement obtenu l'autorisation, la validation avec le prêteur. Donc, ce sera possible de le faire, mais un prêteur ne peut pas prendre, l'emprunteur, pardon, ne peut pas prendre l'initiative de faire des changements sans avoir obtenu l'autorisation. Ça, c'est vraiment important à avoir ça en tête. Et que souvent, ce n'est pas respecté, malheureusement. On voit très souvent des changements d'actionnariat. Puis là, tout à coup, les gens reviennent nous voir au bout de 5 ans pour refinancer leur immeuble. Puis là, il y a un actionnaire qui est plus là. Exactement. Ça a changé. Le prêteur n'était pas au courant. C'est souvent un défi, mais il faut se rappeler, chers amis, que quand vous faites un changement au niveau de votre structure corporative, il faut absolument toujours aviser le prêteur et la SCHL avant de faire ce changement. Oui, parce que, en fait, ça se trouve être un cas de défaut. Techniquement, absolument, si ce n'est pas ça respecté. fait partie des conditions de financement. Absolument. Mais souvent, on a tendance à minimiser cet aspect-là. Mais pour le prêteur, pour la SCHL, ça peut se traduire par un risque plus important. Absolument. Si on a racheté le principal actionnaire qui était le plus fort dans le groupe. Ça change le dossier. Ça change la donne, tout à fait. Puis aussi, si on décide d'ajouter un nouveau partenaire, à ce moment-là, c'est probablement évident que et le prêteur et la SCHL vont vouloir avoir ce nouvel actionnaire-là comme caution dans la structure du financement. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Est-ce qu'on a des exigences particulières avec la SCHL pour les copropriétés divises? Oui. Il y a des particularités. Il faut s'assurer que ça a été révisé par les conseillers juridiques au niveau de la déclaration de copropriété. On va avoir des confirmations aussi à obtenir du syndicat de copropriété. Donc, chaque attestation en matière de copropriété, des fois, il va y avoir des variantes, mais oui, il va y avoir aussi, si jamais on est en présence d'un ensemble immobilier, si on est en présence de résidence de personnes âgées, il va y avoir des particularités, des confirmations supplémentaires souvent à obtenir pour s'assurer que toutes les conditions sont satisfaites. Donc, comme futur propriétaire, quand j'achète un immeuble puis que j'ai une promesse d'achat acceptée sur un immeuble
évidemment, je consulte mon courtier hypothécaire commercial, mais rapidement, je devrais aussi contacter Evelyne Chamard pour valider exactement à quoi je dois m'attendre dans le Exact. processus, pour avoir des surprises à la fin, Tout à fait. avec des éléments qu'on n'aurait pas validés au début puis qui pourraient être un frein à la conclusion de la transaction. C'est sûr que le plus rapidement on est avisé de la structure d'un financement, des exigences qui vont être demandées à la fois du prêteur et aussi de la SHL, le mieux on est préparé, puis on peut justement éviter des retards parce qu'on est préparé d'avance. Absolument. Dis-moi, on entend parler parfois de prêts titrisés. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur les particularités que ça implique, un prêt titrisé pour ton travail? Alors, un prêt titrisé, en fait, un des éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que ça doit être décaissé dans un temps maximum. Autrement, on tombe dans un pool suivant. Dans le commun langage, souvent, un prêt titrisé, on va parler d'un prêt qui est mis dans un pool. Alors, si on ne le décaisse pas dans le délai qui nous est alloué, à ce moment-là, le prêt, il tombe dans un pool suivant, puis ça peut avoir des conséquences monétaires. Ensuite de ça, un prêt titrisé, dans ma pratique quotidienne, ça va exiger la préparation de documents supplémentaires que l'emprunteur ne voit pas parce que ça survient plusieurs semaines, souvent après que la transaction est finie avec l'emprunteur. Puis aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un prêt titrisé, c'est un prêt fermé. Ça signifie qu'on ne peut pas faire de remboursement partiel ou complet avant la fin du terme. Donc, il y aurait une pénalité qui pourrait, vraiment importante qui pourrait s'appliquer si jamais, malgré tout, on décide de rembourser avant terme un prêt qui est titrisé. Très souvent, on voit les prêteurs dans leurs conditions de financement. Quand on parle de prêt titrisé, habituellement, on n'a aucune possibilité de remboursement par anticipation. Par contre, si je vends mon immeuble, j'imagine que dans ce cas-là, je peux me libérer de ces conditions-là. Oui, mais encore là, il va y avoir fort probablement une forte pénalité qui va s'appliquer. Salée, effectivement, mais une option qui peut être envisageable dans le cas d'une vente pour un emprunteur. Admettons qu'il lui reste 3 ans à son terme avant la fin. Alors, il décide de vendre son immeuble. À ce moment-là, une des options qui pourrait être utilisée, c'est la vente avec assumation. Donc, à ce moment-là, l'emprunteur évite de payer la pénalité. Puis ça peut aussi représenter un avantage pour le nouvel acquéreur parce qu'il pourrait bénéficier d'un taux d'intérêt qui soit moindre par rapport à celui qui est en train de se négocier pour faire l'acquisition de la propriété. Surtout en ce moment, les taux d'intérêt augmentent. Exactement. Ça devient plus avantageux d'assumer un prêt existant que de prendre de un part et nouveau d'autre. prêt. Tout à fait. Comme acheteur, quand j'assume un prêt, ça veut dire que j'assume le prêt existant du vendeur. Est-ce que le vendeur est libéré de ses engagements? Non. Puis aussi, juste avant de parler de cet aspect-là, j'aimerais m'assurer que les gens comprennent qu'un nouvel acquéreur, s'il va assumer un prêt, il faut qu'il soit validé. Il faut que la révision de son portrait ait été faite par le prêteur et aussi par la SCHL dans le cas d'un prêt assuré. Donc, il y a cet aspect-là à tenir en compte. On ne peut pas faire une vente avec assumation sans que le nouveau débiteur hypothécaire ait été approuvé. Puis aussi, donc c'est ça, le vendeur, lui, il trouve son compte, mais là, je suis perdue. Il n'y a aucun problème. Dans le fond, je te posais la question, le vendeur, lui, est-ce qu'il peut être libéré de ses engagements dans le cadre d'une assumation? Parce que il y a des fois où on voit des transactions où le vendeur nous dit qu'il n'y a pas de problème à rester présent dans le dossier pour accélérer le transfert, parce que quand on a une assumation, mais qu'on conserve le vendeur, on n'est pas obligé d'aller à la SCHL. Mais si on veut libérer le vendeur, est-ce que c'est possible, surtout dans les prêts titrisés, est-ce que c'est possible d'être envisagé? C'est possible. C'est possible de le faire lorsque ça s'en va en examen avec la SCHL, avec le prêteur. Toutefois, c'est ça. Comme vendeur, moi, ce que je suggère de faire, c'est de mettre une condition, là, vraiment au tout début du processus, lorsqu'il négocie ses termes au niveau de la vente, de mettre une condition dans la promesse d'achat que lui, il va vendre l'immeuble conditionnellement à ce qu'il soit libéré de toutes ses obligations vis-à-vis le prêteur. Parce que, comme tu le soulèves, ça pourrait arriver que, compte tenu de la situation financière, la solvabilité du nouvel acquéreur, bien, qu'on veuille conserver l'emprunteur initial, les cautions initiales, jusqu'à la fin du terme. Puis évidemment,
c'est pas tout le monde qui va être prêt à garantir les obligations d'un tiers qui n'est pas dans notre circuit. Donc, à ce moment-là, une condition dans la promesse d'achat, ça peut être un bon remède, mais certains aussi vont accepter de demeurer caution jusqu'à la fin du terme lorsque c'est exigé par le prêteur ou la SCHL. Dans les particularités, un prêt titrisé, évidemment, c'est un prêt, j'imagine, où on ne peut pas modifier rien à ce qui a été publié au niveau du prêt. Ça veut dire que un vendeur qui veut être libéré, techniquement, il reste inscrit au titre malgré tout jusqu'à la fin, mais j'imagine qu'il y a une lettre du prêteur qui confirme qu'il est malgré tout libéré? Bien, en fait, lorsqu'on a une vente avec assumation et qu'on a une libération de l'emprunteur initial, ça va être constaté dans un document écrit. Il n'y a jamais personne qui peut se présumer libéré. Ça prend toujours un acte écrit de la part du prêteur pour venir confirmer la libération des obligations d'un emprunteur ou des cautions. Alors, et lorsqu'on a une assumation, on a un acte de vente, un acte translatif de propriété entre le vendeur et l'acheteur, avec une clause d'assumation qui vient préciser que le nouvel acquéreur vient assumer les obligations qui découlent du prêt. Dans la très grande majorité des cas aussi, on va préparer une convention d'assumation et même des hypothèques supplémentaires. Alors, à ce moment-là, dans la chaîne des titres, on va s'apercevoir que l'emprunteur initial, finalement, n'est plus le propriétaire de l'immeuble. Par rapport au fait s'il est libéré ou non, c'est vraiment un document sous seing privé qui habituellement est confidentiel. Puis la même chose, la SCHL va émettre une lettre qui confirme la libération des cautions si elle n'a plus besoin de les avoir jusqu'à la fin du terme. OK, parfait. Evelyne, combien ça coûte une transaction? On parle souvent qu'il y a plusieurs, il y a des coûts rattachés à la publication, il y a tes honoraires, les honoraires évidemment de la paperasse et tout ça, mais comment ça se compose les frais associés à une transaction chez toi? Bien, évidemment, les frais, on n'y échappe pas. Et les premiers, bien, ce sont les honoraires qui sont reliés à notre travail en tant que professionnel au dossier. Donc, évidemment, pour faire justement les recherches de titres dont on parlait tantôt, pour préparer la documentation légale, publier les garanties, obtenir quittance du créancier, son état de compte, faire des publications. Mais il y a aussi la finalisation de dossier. Quand il y a un prêt titrisé, on va avoir un document de cession à préparer plus tard, un cahier de clôture pour les parties impliquées, donc qui regroupe toute la documentation. Alors, ce n'est pas juste un acte d'hypothèque qu'on remplit, il y a beaucoup de documents connexes à préparer. Évidemment, on a discuté tantôt du fait que des fois, on va avoir l'assurance titre, fait que ça va avoir un impact aussi sur nos honoraires, mais à la baisse cette fois-ci souvent. Donc, il y a nos honoraires légaux. Mais il y a aussi, si jamais on a un volet vente, bien ça, c'est une transaction qui est complètement indépendante et différente. Donc, on a évidemment des communications à faire avec le vendeur, des confirmations à obtenir de sa part. On a toute la documentation qui se rattache à la vente comme telle aussi à faire. L'enregistrement de la quittance aussi, j'imagine, s'il y avait un prêt sur l'immeuble oui, existant. Absolument, absolument. Donc, il y a quand même pas mal d'informations à obtenir en présence d'un plex. Il va y avoir la loi M37 pour faire des vérifications au niveau des fournisseurs d'énergie, donc Hydro-Québec, Énergir. Donc, il y a tout cet aspect-là. Puis, il faut aussi garder en tête que plus une structure est complexe, bien, plus les coûts rattachés vont être souvent élevés. Là. Si on a beaucoup de cautions corporatives, beaucoup d'individus impliqués et des conseillers externes, bien ça va avoir un impact direct sur les coûts et aussi parfois sur les délais, comme j'expliquais un petit peu plus tôt. Donc, c'est pas comme nécessairement faire un prêt juste à un individu versus un organigramme avec 5 paliers puis plusieurs compagnies qui sont rattachées à ça. Donc, non seulement les honoraires légaux, mais il y a aussi, si on a un prêt SCHL, la prime se trouve à être financée, mais la taxe applicable sur la prime, qui est une taxe de 9 elle n'est pas financée. Alors, il faut que l'emprunteur ait en tête qu'il va devoir entrer ça dans ses déductions. Ça va être payable. Si un consultant en assurance dont les services sont retenus par le prêteur, bien, il va y avoir une facture qui se rattache à ça. S'il y a de l'assurance titre, évidemment. Aussi, si on est dans le cadre d'une acquisition, comme j'expliquais tantôt, bien, il y a des prêteurs qui vont exiger que les droits de mutation
qu'on appelle la taxe de bienvenue, soit retenue aussi à même le décaissement. Donc ça, c'est comme une mise de fonds supplémentaire auquel Ça, il c'est faut penser. souvent pas attendu. Les acheteurs ne s'attendent pas tout de suite devoir payer la taxe de mutation. Des fois, ils espèrent avoir ça dans 2-3 mois. Exact. Puis il faut que ça soit payé tout de suite. C'est retenu à même le décaissement des fonds. Donc, de toute façon, il va devoir le payer, mais sauf que des fois, ça arrive plus vite qu'il ne le pense, dépendamment des exigences du prêteur. On peut, j'imagine, penser à tout ce qui va être aussi les ajustements dans une transaction. Oui. On ne fait pas toujours la transaction le premier du mois. Il faut ajuster les taxes, les Les arrérages loyers. de taxes, les loyers. Des fois, il y a des factures particulières aussi qui sont ajustées dépendamment de ce qui a été négocié entre l'acheteur et le vendeur. Il peut y avoir en période hivernale une facture de déneigement, en période estivale pour l'entretien de la pelouse. Il peut y avoir d'autres arrangements. Et oui, la mémoire des répartitions est un des éléments importants dans le cadre d'une vente. Il y a aussi les prêteurs qui vont exiger un compte de réserve pour taxes, auquel cas il va falloir déposer d'avance un certain montant, dépendamment où on se trouve durant l'année. C'est exactement ça. Donc, dépendamment à quel moment on se trouve dans l'année, il va y avoir un montant qui va être retenu parfois plus élevé de la part du prêteur parce qu'il sait qu'il y a des échéances qui arrivent très bientôt pour faire le versement des taxes. La SCHL, dans la très grande majorité des cas, va exiger que le prêteur, sauf exception, maintiennent une réserve pour le paiement des taxes foncières. Donc, à ce moment-là, ça se peut que si on décaisse juste avant le début mars, par exemple, et qu'on est à la Ville de Montréal, qu'il y a un versement qui est dû le 1er mars, bien, il va y avoir un paiement qui doit être fait dans l'immédiat ou prévoir celui de juin. Donc, et dépendamment du montant de taxes impliqué, bien, ça peut représenter quand même des déductions importantes auxquelles il faut avoir en tête. Et aussi, dans le cas d'un refinancement, ça va arriver qu'il y a des arrérages de taxes. Alors, il faut que ça soit payé à même les fonds de la transaction. Donc, c'est d'autres choses à avoir en tête. Et il faut prévoir aussi, entre autres, pour le vendeur, s'il y a une vente puis qu'il y avait un prêt sur l'immeuble, il risque d'avoir une pénalité de la part de son prêteur qu'il va devoir assumer aussi. Oui, le vendeur doit avoir ça en tête, dépendamment du moment où est-ce qu'il procède au remboursement de son prêt, il peut y avoir une pénalité qui s'applique, effectivement. Dis-moi, parle-moi un peu on voit parfois ce qu'on appelle des clauses de droit de premier refus. Oui. Alors, un droit de premier refus, il y a des prêteurs qui vont d'emblée les prévoir à leur offre de financement. Et c'est un des éléments auquel doit penser un emprunteur, c'est que vers la fin de son terme, lorsque vient le temps soit de renouveler avec son prêteur actuel ou de magasiner un nouveau prêt, bien, il est lié par une clause de droit de premier refus. C'est-à-dire que s'il obtient un taux moindre chez un compétiteur, il se doit de soumettre la nouvelle offre de financement au prêteur actuel parce que le prêteur va se réserver le droit d'égaler le taux d'intérêt du compétiteur pour garder l'emprunteur comme client. Donc, ça, c'est la clause de droit de premier refus. Et dis-moi, là, on a parlé beaucoup d'hypothèques, mais évidemment, j'imagine qu'on peut te consulter pour d'autres choses, probablement des ententes entre actionnaires, des baux commerciaux. Quelle est l'ampleur des services que tu peux offrir à tes clients commerciaux? Mais en fait, moi, ma pratique, c'est vraiment plus centré sur le volet commercial en matière de financement et d'acquisition, mais avec le bureau où est-ce que je travaille, on a accès à plusieurs services, comme justement s'il y a des emprunteurs qui décident d'incorporer une nouvelle corporation parce qu'il y en a qui vont avoir une corporation par immeuble. Alors, pour que ce soit pour incorporer, organiser une compagnie, qu'il y ait des conventions spécifiques à négocier entre les actionnaires. On a des services pour ça. Aussi en matière si c'est des baux commerciaux, par exemple, pour la rédaction de baux, pour la révision de baux, pour tout ce qui touche l'immobilier, mais beaucoup d'autres départements, on va être là pour offrir des services à nos clients. Excellent. Alors, dis-moi, Evelyne, en terminant, on peut te rejoindre comment? Bien, en fait, on peut me rejoindre par téléphone, bien sûr. Il y a ma carte virtuelle d'affaires aussi qui est accessible via le site Internet de Miller Thomson. Moi, ça me fait vraiment plaisir de communiquer avec mes clients. C'est une des parties que je trouve importante, mais vraiment satisfaisante de mon travail. C'est la communication avec les clients. Puis moi, souvent, le plus beau moment de ma transaction, c'est lorsque je rencontre les clients pour leur expliquer quelles sont leurs obligations, puis aussi discuter de leurs projets, puis tout ça. Le côté social d'une transaction est très important pour moi. Excellent, Evelyne. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons rencontré aujourd'hui Evelyne Chamard, notaire associée chez Miller Thomson.
Donc, merci beaucoup, Evelyne. À Bien, bientôt. merci à toi, Peter. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer aujourd'hui.